la deuxième conférence Forestinov sur le thème des données informatiques et de la transmission des données. Donc le numérique au service des chantiers forestiers, de la préparation des récoltes à la livraison des usines. Pour information, les participants, les spectateurs ont le son et la caméra coupés. Mais vous pouvez bien sûr, et on vous y invite fortement, poser vos questions sur le chat, sur le bouton chat ou discussion selon les personnes en bas de votre écran. On va s'organiser de la façon suivante. On va avoir d'abord les interventions qui vont durer à peu près 1 heure. Et ensuite, on aura également 1 heure pour répondre aux questions qui auront été posées. Donc, n'hésitez pas à les poser même pendant les interventions. Pour information, la conférence est enregistrée. Elle sera diffusée en replay sur le site de forestinov.fr. Je pense que j'ai fait le tour, donc je laisse la parole à Richard Lachaise, le directeur d'Euroforest et de Forestinov. Mesdames, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs les participants, bonjour. Cette deuxième conférence du Salon Forestinov va se dérouler en 3 temps. D'abord, une présentation de Julien Morin du GIP Algérie sur le numérique au service des chantiers forestiers. Puis une présentation par Christophe Ginet du FCBA sur la chaîne numérique de la récolte à la scierie. Et enfin, Clément Puybarré, qui représente la société Poncé, nous présentera les solutions numériques des machines de récolte Poncé. Je passe la parole à Monsieur Stéphane Latour, délégué général de Fibois Landes de Gascogne, pour un mot d'accueil pour introduire cette conférence. Stéphane, à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une petite introduction sur cette thématique, notamment par rapport, pour vous dire que donc on a développé un projet qui s'appelle une chaîne numérique et un certain nombre d'interventions d'ailleurs, notamment celle de Julia Morin et de Christophe Ginet qui participent aussi à ce projet, sont en partie en relation avec ces développements. Voilà, donc si ce projet chaîne numérique, il a été donc développé à partir d'un appel à projet d'innovation du ministère de l'Agriculture de 2017 et il s'étale originellement sur 3 ans, en fait sur 4 avec la crise Covid de cette année, donc jusqu'à 2021. Il y a 7 partenaires dans ce projet. Donc c'est un projet qui est à vocation, qui a été développé sur la Nouvelle-Aquitaine, mais qui est à vocation nationale. Il y a notamment un groupe, le groupe coopératif avec la coopérative Alliance, le groupement de coopératives nationales GCF. D'ailleurs, il y a aussi la participation de CFBL dans ce projet. Un industriel du sillage, l'ESBATS, l'Office national des forêts au niveau national, et un industriel de la trituration du papier carton qui est Smurfit Kappa. Et les partenaires techniques et coordinateurs, donc c'est l'interprofession Fibois Landes de Gascogne, le GIP Atégérie pour lequel vous aurez une présentation, et le FCBA qui participe à ce projet comme à de nombreux autres d'ailleurs. Et c'est un projet qui est financé par ses partenaires et aussi par, donc, comme je disais, le ministère de l'Agriculture, la région Nouvelle-Aquitaine, France Bois Forêt et la section Pins Maritime aussi de France Bois Forêt. Voilà, c'est un projet qui a été labellisé par le pôle de compétitivité Xylo Futur. Voilà. Et juste vous dire que l'objectif de ce projet, en fait, c'est de consolider les initiatives numériques qui existent, enfin une partie en tout cas d'entre elles qui existaient, notamment, donc vous allez avoir une présentation plus détaillée du projet Forêt Data qui a démarré en 2013, mais il y avait d'ailleurs d'autres projets bien avant, jusqu'à 2017, et qui continuent à se développer dans le cadre de chaînes numériques. Donc c'est tout ce qui est l'échange des informations et la gestion des chantiers administratifs, certes, mais pas uniquement, hein, l'ensemble des aspects de gestion de chantier. Le deuxième pôle, c'est le GIP Atégérie qui est en charge de la coordination de ce pôle-là.
Le deuxième pôle, c'est l'échange entre opérateurs et donneurs d'ordre des données de production et notamment des machines forestières. Le coordinateur, c'est Christophe Ginet qui est aujourd'hui présent. Et puis nous aurons d'ailleurs aussi l'illustration aussi de toutes ces potentialités avec Clément Puy-Barré de l'entreprise Poncé. Et puis le troisième point, c'est de gérer les flux de données entre fournisseurs, transporteurs et clients. Donc là, on est encore plus à l'aval jusqu'à l'entrée des usines. Et l'objectif de ce troisième pôle qui est coordonné par l'interprofession, mais avec l'appui de l'ensemble des partenaires, c'est donc de créer des connecteurs et de permettre une interopérabilité entre les différents systèmes logistiques. Partant du principe qu'il y a une diversité de systèmes logistiques dans les entreprises du bois. Et notamment, évidemment, s'appuyant aussi sur les acquis et du projet Emobois, que vous connaissez certainement, qui avait été développé originellement dans le nord-est de la France, mais qui est aussi un projet à vocation nationale, qui avait été porté aussi financé par France Bois Forêt. Voilà très rapidement ces trois pôles. Donc le périmètre géographique, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui est pilote. Néanmoins, c'est un projet, comme vous le voyez, qui a une vocation nationale, puisque vous avez des acteurs qui travaillent au niveau national, comme l'ONF, comme le GCF, les coopératives, aussi le FCBA. Voilà. Et donc l'objectif, c'est qu'il soit reproductible et qu'il soit à l'échelle nationale. Enfin, c'est plus que reproductible. Donc l'objectif, c'est d'avoir des partenariats bien évidemment au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été développées, notamment avec la région Occitanie, mais aussi avec d'autres acteurs, comme par exemple les comptoirs des bois de Brive, actuellement, où il y a des échanges, notamment sur le pôle 2, sur les aspects machines. Donc le comptoir de bois de Brive, c'est l'usine International, c'est la société d'approvisionnement de l'usine International Paper de Saya, en Haute-Vienne. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Le message, c'est que nous espérons continuer évidemment ces développements au-delà de 2021, qui sera l'année de clôture de ce projet. Et notamment, nous espérons déposer certainement dans le courant de 2021 un projet de développement dans le cadre du plan de relance sur le numérique, qui est une des priorités de la filière, mais aussi une des priorités nationales du plan de relance. Et évidemment, nous sommes ouverts à ce que des acteurs de l'ensemble de la France puissent venir coopérer au sein de ce système ouvert, voilà, et qu'on puisse continuer à développer tous ces aspects du numérique dans la filière. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole aux autres intervenants. Donc, merci Stéphane. Moi, Julia Morin du groupement d'intérêt public Aménagement du territoire et gestion des risques. Moi, je vais m'attacher plutôt à vous présenter le dispositif Forêt Data qui, comme Stéphane Latour l'a indiqué, évolue dans le cadre du projet chaîne numérique. Donc, les acteurs du dispositif Forêt Data, ils vous sont présentés à l'écran. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises majeures de la filière qui ont initié et financé le dispositif à son démarrage. Donc, c'est ce qui vous est présenté sur la partie gauche de la diapositive. Je ne vais pas toutes les citer, je vous laisse consulter la diapositive. Parallèlement à cela, nous avons bénéficié de financement de la part de France Bois Forêt. On participe également l'État avec le ministère de l'Agriculture, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental des Landes, celui de la Gironde. Et puis, participent à nos travaux les structures qui figurent en bas de la diapositive. FCBA, les communes forestières, le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et FIBOIS Occitanie. Donc, le dispositif Forêt Data, comme l'indiquait Stéphane Latour, il est porté par le JPAD GERI. Donc, le JPAD GERI, je prends une petite minute quand même pour vous présenter
cette structure qui est un petit peu atypique. Donc, c'est un groupement d'intérêt public. Adjeri, c'est pour aménagement du territoire et gestion des risques. C'est une structure qui a été créée en 2005 et qui a développé un savoir-faire en matière de partage d'informations en interservices. Il compte parmi ses membres l'État, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, les structures de défense des forêts contre les incendies du massif des Landes de Gascogne, l'Office national des forêts, les 5 services départementaux d'incendie et de secours de l'ex-Aquitaine, l'IGN, le département de la Gironde et le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Donc, je voulais prendre un petit instant pour expliquer un peu comment le dispositif Forêt Data est né. En fait, il prend racine au lendemain de la tempête Klaus du 24 janvier 2009. Je dirais même qu'il y a eu des prémices suite à la tempête Martin de 99. Et donc, suite à la tempête Klaus, le GIP Adjeri est mandaté par l'État, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et la filière pour réaliser un suivi cartographique du plan Chablis qui est débloqué par l'État à ce moment-là pour aider les propriétaires à reconstituer la forêt. Juste pour donner des grands chiffres, Klaus, c'est plus de 200 000 hectares qui sont détruits à plus de 40%, donc en une nuit. Donc, le principe de l'observatoire, il est présenté sur cette diapositive. Donc, il y a des opérateurs économiques, les opérateurs économiques de la filière qui ont accompagné les propriétaires forestiers dans leur démarche de demande de subvention auprès de l'État. Bon, c'est des dossiers qui sont assez compliqués à remplir. Et à ce dispositif a été ajouté donc, au moment de la tempête Klaus une notion cartographique, c'est-à-dire que ces opérateurs économiques transmettaient au groupement d'intérêt public, aménagement du territoire et gestion des risques, la cartographie des îlots sur lesquels les propriétaires faisaient des demandes de subvention. Donc, en termes de grands repères, hein, c'est environ une cinquantaine d'opérateurs économiques qui participaient à cette dynamique. Et c'est quand même un des enjeux de l'époque, c'est d'amener ces opérateurs économiques qui habituellement sont dans une relation concurrentielle, les amener finalement à mettre dans un pot commun les données des propriétaires qui suivent. L'autre enjeu aussi, c'est de définir des process de remontée de l'information suffisamment standards pour que tout opérateur qui souhaite déposer au nom des propriétaires forestiers des dossiers de demande de subvention puisse le faire sans être bloqué par, je dirais, de la technique. Parallèlement à cela, nous disposions d'export des données saisies dans les logiciels des services instructeurs, donc les DDT, pour faire simple. Nous disposions donc d'export de ces informations-là qui nous permettaient donc de les consolider au sein de notre base de données. En aval, ça nous a permis de développer 3 grands types de services donc en lien avec cet observatoire. D'une part, on a mis à la disposition des opérateurs économiques via un extranet un outil de gestion des dossiers plan Chablis. Le principal intérêt de ce service-là, c'est que les opérateurs économiques pouvaient directement informer les propriétaires qui suivaient sur l'état d'avancement de leur dossier au niveau des services instructeurs. Donc là, il y avait un gain de temps et une fluidification de l'échange d'informations à ce niveau-là. L'autre service qui a été rendu par l'Observatoire, c'est de disposer d'un outil de pilotage du plan Chablis, c'est-à-dire que les chiffres étant consolidés par tous les acteurs du plan Chablis, ils pouvaient également être vérifiés par chacun des acteurs. Eh bien, on avait un constat partagé qui permettait de se concentrer sur les actions à entreprendre pour mener le mieux possible le plan Chablis.
Le dernier axe qui a été développé dans le cadre de cet observatoire, c'est le développement d'un outil de connaissance du massif en cours de reconstitution. C'est-à-dire qu'on a engrangé de l'information sur 10 ans, ce qui nous a permis de savoir les territoires les parcelles qui avaient été impactées par la tempête Klaus, les parcelles qui avaient fait l'objet de travaux de nettoyage, de reconstitution, ou à l'inverse, qui n'avaient pas fait l'objet de travaux. Donc, qui peuvent à l'avenir poser des problèmes sanitaires ou en termes de défense des forêts contre les incendies. Donc, pour vous donner une petite représentation de l'information engrangée, donc, la cartographie était saisie à l'échelle infraparcellaire et consolidée à l'échelle du massif des Landes de Gascogne. Cet outil donc, a permis de suivre sur 10 ans les travaux de la filière sur le massif des Landes de Gascogne. Ça représente une enveloppe budgétaire de 450 millions d'euros. En termes de nombre de dossiers, c'est plus de 20 000 dossiers. En surface, c'est plus de 200 000 hectares de reconstitution et de nettoyage qui ont été suivis de cette façon-là pendant 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la cartographie, on a été capable de produire un certain nombre de synthèses territoriales pour indiquer les grandes dynamiques et éventuellement les secteurs qui étaient peut-être un peu en retard par rapport à d'autres et par conséquent qui pouvaient nécessiter une animation plus soutenue pour reconstituer au mieux la forêt. Donc, fort de cette expérience-là, je dirais que on a mis en place finalement une innovation organisationnelle. On a prouvé l'intérêt de partager de l'information entre les entreprises d'une part, mais aussi entre entreprises et services administratifs d'autre part. Et on a montré également que ça permettait de gagner en visibilité pour mieux piloter une action telle qu'un plan Chabi. Donc, c'est comme ça finalement que Forêt Data a vu le jour. L'idée a été de poursuivre ce suivi de l'activité forestière en dehors du plan Chablis, tout en permettant d'améliorer la compétitivité des entreprises. Donc, les principes de Forêt Data sont présentés sur cette diapositive. Encore une fois, on va aller chercher l'information auprès des entreprises qui souhaitent participer au dispositif. Ces entreprises nous remontent l'information soit via un extranet sécurisé, soit grâce à un système d'interfaçage entre les systèmes d'information internes des entreprises et le dispositif Forêt Data. Et en aval, un certain nombre de services sont rendus aux entreprises et les informations sont consolidées au sein d'un observatoire. Bien évidemment, au préalable, elles sont anonymisées. L'idée étant de produire des synthèses à l'échelle du massif et d'avoir des grands repères. En termes de services, alors je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, l'idée de Forêt Data est de finalement réduire le temps passé à répondre aux obligations réglementaires. C'est vrai que le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes réglementations qui s'imposent aux entreprises en amont d'un chantier forestier. Ça prend du temps et puis c'est pas forcément le métier des entreprises ou des salariés de passer du temps sur ces questions-là. Donc l'idée là, c'est de réduire ce temps passé sur ces aspects-là par une automatisation, notamment par la production automatisée de formulaires tels que la déclaration de chantier ou la fiche chantier. Ça, donc, c'est le principe de base. L'idée aussi, c'est que le constat qui a été fait au démarrage de Forêt Data, c'est que finalement, il fallait saisir plusieurs fois la même information pour reproduire
tous les formulaires qui sont demandés en amont d'un chantier forestier. Donc l'idée, là, encore une fois, c'est de faire gagner du temps aux entreprises en leur permettant de saisir une seule et unique fois l'information et qu'ensuite cette information soit déclinée dans l'ensemble des formulaires qui sont nécessaires en amont d'un chantier. Si on rentre un petit peu dans l'outil, vous avez ici un exemple d'interface, de formulaire de saisie. Donc, on a un outil qui est simple. On se concentre sur les informations qui sont obligatoires d'un point de vue réglementaire. Ces informations peuvent soit être saisies via un extranet, soit elles sont importées depuis les systèmes d'information internes des entreprises. Foredata propose également une interface cartographique qui permet soit de saisir, soit d'importer les informations nécessaires en amont d'un chantier. Donc ici, vous avez par exemple l'emprise du chantier qui apparaît en violet ici. Vous avez également la possibilité de renseigner le positionnement de la place de dépôt, le point de rencontre, l'itinéraire de débardage, etc. L'intérêt de cette visionneuse également, c'est de disposer dans un seul et même endroit d'un ensemble de couches cartographiques. Donc ici, vous pouvez voir par exemple qu'on dispose de l'ensemble des fonds cartographiques qui sont proposés par l'IGN, donc pour en citer le scan, les photos aériennes, le cadastre. Et puis, il y a d'autres informations telles que les zonages environnementaux, les zonages de protection du patrimoine. On diffuse également les données sur les forêts qui sont gérées par l'ONF. Et puis, un aspect qui a été travaillé en particulier dans le cadre de chaînes numériques, c'est la cartographie des cours d'eau, donc consultable au titre de la loi sur l'eau, c'est-à-dire que on a consolidé dans une seule et même couche l'ensemble des cartographies qui sont produites par chacune des DT, donc au niveau de chaque département, et qui indiquent où sont les cours d'eau donc au titre de la loi sur l'eau. Donc ça, c'est une information qui aujourd'hui est partielle car toutes les DDT n'ont pas forcément publié cette information-là, mais c'est une information qui petit à petit va se consolider. Donc, la cartographie qui est saisie dans Foredata permet ensuite de remonter des alertes aux entreprises pour leur indiquer, donc par exemple ici, que le chantier est concerné par un zonage environnemental. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a une liste des zonages environnementaux qui sont impactés par le chantier. Ce que l'on travaille également dans le cadre de chaînes numériques, c'est aller un petit peu plus loin en identifiant les contacts qui peuvent être pris si jamais on souhaite remonter l'information donc au gestionnaire du zonage. Donc, une fois que l'ensemble de ces informations sont saisies dans l'interface, eh bien, Foredata va produire de façon automatisée la déclaration de chantier. Donc, vous avez un exemple qui est projeté à l'écran avec notamment une vision cartographique pour faciliter la lecture. On permet également la production de la fiche chantier, donc qui résume l'ensemble des risques qui existent sur la parcelle. Il fait figurer également un tableau de coactivité si c'est le cas. Un ensemble de consignes de sécurité sont rappelées, des consignes en cas de coactivité également, et puis on retrouve une nouvelle fois des encarts cartographiques pour faciliter le repérage sur le terrain. Donc, une fois que ces documents sont produits, ils peuvent ensuite être transmis, c'est-à-dire que la plateforme va identifier, donc grâce à la cartographie, va identifier directement les territoires concernés. Donc, ça va être quelle est la commune qui est impactée, quelle est la communauté de communes,
et va également identifier quel est le service de la directe, quelle est l'unité de contrôle qu'il va falloir cibler et à laquelle il va falloir envoyer la déclaration de chantier. Donc, l'utilisateur a la possibilité, depuis l'interface qui vous est présentée à l'écran, il a la possibilité donc d'indiquer et de transmettre, on va dire, les formulaires aux acteurs ad hoc. Donc ça, un des aspects importants de Forêt Data, c'est son annuaire. C'est-à-dire qu'on dispose d'un annuaire qui est mutualisé et qui est mis à jour par l'ensemble des utilisateurs de Forêt Data en permanence, ce qui permet d'avoir des adresses mail à jour et ça repose également sur un système de modération qui est assuré par le JPAGERI de manière à s'assurer que les informations sont valides. Dans les services qui ont été développés récemment dans le cadre donc, de chaînes numériques, on a un service en lien avec la loi anti-endommagement qui porte sur les DT DICT. Donc, on a mené une consultation au sein de chaînes numériques qui permet aujourd'hui, à partir des informations qui sont saisies dans Forêt Data, de générer des brouillons de DTD-ICT sur la plateforme de Sogelink. C'est-à-dire que les informations vont être transmises de façon automatisée vers la plateforme Sogelink, qui ensuite va, elle, de son côté, identifier les gestionnaires impactés, transmettre les déclarations et surtout assurer la traçabilité de ces déclarations en amont du chantier forestier. Un autre point qui est actuellement en cours d'analyse dans le cadre de chaînes numériques, c'est l'obligation de vigilance qui incombe aux donneurs d'ordre et qui consiste pour un donneur d'ordre à s'assurer qu'un fournisseur est bien à jour de ses obligations fiscales et sociales. La dernière dimension qui est développée dans le cadre de Forêt Data, c'est son application mobile. Cette application donc, permet de se repérer sur le terrain, elle permet de visualiser un certain nombre de couches cartographiques, de fonds cartographiques, elle permet de remonter des informations. Et dans le cadre de chaînes numériques, cette application a été améliorée puisqu'elle permet de consulter les données cartographiques du chantier qui ont été saisies au préalable sur l'interface web. Elle permet également de consulter les PDF des documents du chantier, tels que la déclaration de chantier, la fiche chantier. Elle permet également de signer électroniquement les documents du chantier par un système simple de sign on glass sur un périphérique mobile. Et enfin, il y a la possibilité de guider les transporteurs jusqu'aux piles de bois grâce à un lien vers Google Maps. Donc, cette application prévoit un mode déconnecté, bien évidemment, pour disposer de ces services sur le terrain, y compris quand on ne bénéficie pas d'une connexion. Au préalable, il faut avoir chargé les informations sur son smartphone lorsqu'on dispose donc d'une connexion. Je reviens juste un petit peu en arrière. Également dans le cadre de chaînes numériques, on est en train de travailler sur l'échange d'informations. Donc depuis cette application jusqu'à évidemment l'interface web de Forêt Data, mais surtout jusqu'au système d'information interne des entreprises. Voilà, ça c'est en cours de finalisation dans le cadre de chaînes numériques. Alors, ces services sont disponibles à toute entreprise qui le souhaite, à tout donneur d'ordre, à toute entreprise qui le souhaite, via un abonnement. Donc, le modèle économique vous est présenté sur la diapositive. Ce qui est important, c'est que ces informations
cet abonnement, il permet la création de chantiers. Donc, en règle générale, il s'adresse plutôt aux donneurs d'ordre. L'intérêt, ce que je n'ai pas trop développé auparavant, c'est que Foredata permet aussi de l'échange d'informations entre entreprises et notamment entre donneurs d'ordre et sous-traitants. C'est-à-dire que l'ensemble des formulaires qu'on a pu voir auparavant peuvent être initialisés par le donneur d'ordre qui va pouvoir ensuite le transmettre à son sous-traitant qui n'aura plus qu'à vérifier les informations et à transmettre en son nom propre la déclaration de chantier à la mairie ou à la directe. Et donc, pour le sous-traitant qui ne fait qu'utiliser les informations qui lui sont transmises par son donneur d'ordre, Foredata est gratuit. Les deux derniers aspects, donc pour les communes, Foredata propose des accès particuliers qui leur permettent de visualiser un tableau de bord de l'ensemble des déclarations qui ont été réalisées sur leur territoire, bien évidemment, et qui leur permet d'avoir une vision cartographique des déclarations réalisées sur leur territoire. Le dernier point, et j'en terminerai par là, c'est donc la valorisation de l'ensemble de ces informations à l'échelle de la filière. Donc, bien évidemment, cette opération se réalise sans compromettre la confidentialité des données saisies par les entreprises. Ces données donc, sont agrégées au sein de l'Observatoire Foredata à l'échelle de la filière. Et donc, depuis 2016, je vous ai indiqué les grands chiffres. On a environ 410 000 hectares de travaux qui ont été déclarés via Foredata, ce qui nous permet d'avoir des grands repères sur les types de travaux qui ont été réalisés. Ici, je vous ai mis les 3 grands types de travaux, mais on a une nomenclature beaucoup plus fine qui permet de rentrer dans un niveau de détail plus fin. On peut également savoir les essences qui ont été utilisées. On peut suivre la date de réalisation des travaux. Et puis, surtout, on a une vision cartographique territoriale des travaux qui ont été réalisés. Donc, ici, donc chaque petite tache rouge correspond à un chantier qui a été déclaré. On voit bien que donc, la dynamique est partie du massif des Landes de Gascogne, mais aujourd'hui, elle est en train de s'étendre à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie, et puis en fait, on a une extension qui est marquée sur l'ensemble de la moitié ouest, on va dire, du territoire français. Donc, si on doit apporter une conclusion à cette présentation, l'idée phare, c'est qu'une information, qu'elle soit saisie une seule et unique fois, et qu'elle puisse être déclinée dans un ensemble de services pour, d'une part, améliorer la compétitivité des entreprises et, d'autre part, alimenter un observatoire à l'usage de la filière forestière. Je pense avoir respecté le temps. Julia Morin pour cette présentation. Parmi la trentaine de participants qui nous suivent, je pense qu'il y a déjà des questions qui fourmillent dans les têtes, mais on va vous demander de patienter pour les questions après l'ensemble des interventions. Et on va continuer avec Christophe Ginet pour le volet 2. À vous, Christophe. Alors, c'est moi qui dois partager l'écran. Donc, hop. Voilà. Alors, il faut, pardon, excusez-moi, il faut juste que je le mette d'abord en grand écran. D'abord, on va partir du début. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, je vais y arriver. Partager. Et je vous donne le contrôle, Christophe.
C'est bon, Natacha? Alors, c'est en attente de contrôle. Ça va arriver, je pense. Juste une petite minute. Vous pouvez commencer à Voilà, faire. d'accord. Si c'est possible de mettre en plein écran. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Ginet, je suis ingénieur d'études et de recherche à l'Institut technologique FCBA et je travaille sur les problématiques approvisionnement dans un nouveau pôle qui s'appelle Ressources forestières des territoires. Alors, ma présentation porte sur les échanges de données numériques dans la chaîne d'approvisionnement des bois. Et on va faire le point sur les développements en cours, d'une part avec les machines d'exploitation forestière et d'autre part avec les flux logistiques, et en particulier dans le cadre du projet chaîne numérique. Donc, je vais commencer par quelques éléments de contexte, avec tout d'abord, le premier point, c'est qu'il existe beaucoup d'outils sur le marché à la disposition des entreprises, des outils numériques. Et les entreprises s'équipent de plus en plus. Et juste à titre d'illustration, FCBA a réalisé un état des lieux à la demande de la Fédération nationale du bois et soutenu par France Bois Forêt sur les différentes solutions informatiques qui existent sur le marché pour les exploitants forestiers. Là, le maillon était les exploitants forestiers. Et plus de 70 solutions ont été identifiées, depuis les solutions de gestion d'activité, en passant par les outils spécialisés sur un processus métier et jusqu'au portail de services, qu'il s'agisse de portails de services spécialisés sur la filière ou bien des portails de services généralistes. Et sur les portails de services généralistes, la liste n'est pas exhaustive. Et à ceci s'ajoutent aussi tous les développements spécifiques, et il y en a beaucoup dans la filière, qui sont des développements réalisés par une SS2I, une société de services en informatique, hein, ou un éditeur de logiciels, ce qu'on appelle aussi les entreprises des services du numérique, qui réalisent ces développements sur base d'un cahier des charges à la demande d'une entreprise pour répondre aux besoins d'une entreprise. Donc beaucoup de solutions qui permettent d'avoir des données numériques. Et pourtant, alors, j'essaye de passer la diapositive suivante. Natacha, si vous pouvez éventuellement passer pour moi. Oui, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas la main, c'est en attente chez moi. Je suis Ah bon. Alors j'essaie de passer la main. Voilà. Ok. Ah, ça y est, vous avez le voilà. contrôle, Ah ben merci. Et pourtant, il y a, les échanges de données, interentreprises sont peu massifiés encore. À l'échelle d'une entreprise, il y a beaucoup d'échanges d'informations entre les collaborateurs d'une entreprise. Il y a des outils qui sont interconnectés. Attendez. Oui, si vous pouvez repasser à la précédente, là où je ne sais pas pourquoi ça a décalé. Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits au niveau d'une entreprise. Les données remontent dans une base de données centralisée, sont partagées entre les collaborateurs. Mais quand on regarde en amont et en aval de l'entreprise, les échanges de données sont encore peu développés, souvent très hétérogènes et inégalement déployés. Et tout ceci entraîne des doubles saisies, des lourdeurs administratives, au niveau de tâches administratives à faible valeur ajoutée pour les salariés d'une entreprise. Alors, diapositive, voilà. Donc, quelles sont maintenant les principales modalités d'échange de données numériques? Il y a deux grandes familles, deux approches. La première approche, c'est de travailler avec une modalité non automatisée, et c'est ce qui se fait souvent aujourd'hui, c'est l'envoi d'une information dans le corps d'un mail, dans un SMS, une pièce jointe, que ce soit un scan, un PDF, ou la possibilité de se connecter à un portail avec un identifiant, avec un mot de passe. Mais toutes ces modalités-là entraînent un traitement manuel. Une autre approche, c'est d'automatiser
de machine à machine ou d'ordinateur à ordinateur l'échange d'informations numériques. Et pour ça, eh bien, on peut s'appuyer sur un moteur EDI, échange de données informatisé, qu'on intègre dans le système d'information d'une entreprise, ou alors l'entreprise choisit d'externaliser ce service et de consommer un service d'échange de données en ligne. Et l'autre approche, c'est aussi d'utiliser un web service ou autre API. Donc les API, ce sont des interfaces de programmation applicative qui permettent à un ordinateur d'appeler un service, de faire une requête sur un service, et ce service ayant été préparamétré, et de recevoir l'information en retour. Donc ça permet d'avoir des API pour récupérer un fichier ou une API pour récupérer une donnée en particulier. Donc API fichier, API données. Maintenant, quand on parle d'échange de données numériques, il y a quelque chose de très important, c'est quel format on utilise. Et là, il y a 3 écoles. La première école, chacun utilise son format. Alors c'est très souple à mettre en œuvre, mais c'est envisageable à petite échelle, avec un nombre d'acteurs limité. Et ça suppose de développer une interface d'intégration par entreprise avec qui on échange de l'information. Donc quand le nombre d'entreprises devient important, ça devient lourd à gérer. La deuxième approche, c'est ce que j'ai appelé le format propriétaire dominant. C'est une SS2I qui est incontournable sur le marché ou très bien implantée et qui propose une solution avec un format d'import ou d'export qui est son format natif, mais comme elle est utilisée par un très grand nombre d'entreprises, eh bien, son standard devient un standard de fait. Et c'est un exemple, c'est Google avec le fichier KML qui maintenant peut être lu par n'importe quel outil cartographique. L'autre approche, c'est d'utiliser un standard indépendant, c'est-à-dire indépendant par rapport à un éditeur de logiciel ou par rapport à une solution informatique. Et donc, c'est un groupe d'acteurs qui se met d'accord sur une structuration de fichiers, sur des règles pour échanger les données et transmettre l'information. Et là, cette approche-là vise l'interopérabilité entre la diversité des outils informatiques dans une entreprise. Alors, on en arrive maintenant à la deuxième partie de ma présentation sur les échanges de données avec les machines d'exploitation forestière. Il y a quelque chose de très structurant, c'est que les principaux constructeurs de machines ou distributeurs de systèmes d'instrumentation de têtes de bûcheronnage eh bien, ont adopté, ont intégré dans leur logiciel un format commun pour importer ou exporter des données. Ce standard s'appelle Stanford. Il a existé pendant de très nombreuses années dans une version originelle qui était une version ASCII avec une codification par variable. Donc de 87 à 2011, ce standard a été développé et avec des mises à jour régulières. Et puis, il a été un nouveau standard est apparu en 2011, ça s'appelle Stanford 2010, et c'est vraiment un nouveau standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance directe entre l'ancien et le nouveau, il y a une nouvelle structuration de données et un nouveau format. C'est un standard qui est très complet puisqu'il permet d'envoyer des informations aux machines et de récupérer des informations aux machines. Alors aujourd'hui, les 2 standards coexistent dans les machines, mais petit à petit, le standard 2010 va remplacer le précédent. Alors on peut envoyer aux machines des instructions de bûcheronnage pour décrire les informations sur les chantiers. Et ça peut être très important pour éviter à l'opérateur de ressaisir un code chantier, certaines informations et éviter éventuellement des erreurs de saisie pour faciliter l'intégration en retour des données. Donc les machines de bûcheronnage, donc on peut leur envoyer des instructions de chantier, c'est le fichier OIN. Les instructions d'essence,
c'est le fichier SPI, et les instructions produits, c'est le fichier PIN. Pour les machines de débardage, on peut leur envoyer aussi des instructions pour les chantiers et les places de dépôt, c'est les fichiers FOI, et puis les descriptions de tournée, caractériser les modalités de tournée à réaliser pour le débardage, c'est les fichiers FDI. Bien sûr, on peut récupérer des machines, des données de production dans le format standardisé. Il s'agit du fichier HPR pour les productions de bûcheronnage et ou du fichier THP, mais pas toutes les machines le proposent, pas tous les constructeurs, pardon. Et puis les fichiers de production de débardage pour les fichiers FPR. Alors pour les propriétaires de machines, et là on est dans le cadre strict interne à une entreprise, il est possible de récupérer les temps d'activité des machines. Ce sont les fichiers MOM pour les temps d'activité de bûcheronnage ou de débardage. Il est aussi possible de récupérer les fichiers d'étalonnage, qu'il s'agisse de l'étalonnage des instruments de mesure d'une tête de bûcheronnage ou bien d'un porteur qui serait équipé d'un peson. Et là, j'en profite pour faire un rappel sur le fait que échanger des données, c'est bien, mais encore faut-il qu'elles soient fiables. Et FCBA, avec un groupe de partenaires, a conduit une étude sur la fiabilisation des cubages machines avec un guide qui est différents supports qui ont été produits et qui sont disponibles en libre accès. Et FCBA peut vous accompagner aussi par des formations ou des accompagnements directs pour faciliter l'échange de données ou la fiabilisation des cubages machines. Alors, les constructeurs de machines de bûcheronnage proposent des suites de logiciels qui sont très complètes et très pertinentes, mais qui sont adaptés à un propriétaire de machine. Les machines peuvent envoyer directement des informations sur le cloud du constructeur, le portail du constructeur, et le propriétaire d'une machine peut, en se connectant sur le portail en ligne, ou bien en utilisant pour certains des logiciels bureautiques dédiés, eh bien, consulter sa flotte de machines, sa production, sa productivité et les entretiens et les maintenances des machines. Par contre, dans une relation avec un donneur d'ordre, c'est la diapositive suivante, voilà, dans une relation avec un donneur d'ordre, il y a encore assez peu de services qui sont développés pour faciliter l'envoi d'informations et en particulier des informations de production sur un chantier du donneur d'ordre. Et pourtant, il est très important pour un donneur d'ordre de récupérer ces informations de production, puisque ça lui permet d'avoir une meilleure connaissance des caractéristiques dimensionnelles des bois et des produits qui sont façonnés. Ça lui permet de mieux ajuster sa production au quota périodique à livrer chez un industriel. Et donc, un besoin qui est exprimé, c'est de suivre l'activité avec la contrainte d'avoir une flotte souvent hétérogène, puisqu'un donneur d'ordre va travailler avec plusieurs couleurs, enfin plusieurs marques de machines, et donc pouvoir récupérer facilement les productions des machines sur ces chantiers pour un suivi logistique en temps court et un meilleur suivi du stock des quantités de bois façonnées. Eh bien, c'est pour répondre à cette problématique que le projet chaîne numérique au niveau du pôle 2 a été monté et essaye de répondre à cette question. Donc, le projet chaîne numérique qui vous a été présenté, je passe cette diapositive. Et j'en arrive sur la suivante pour présenter les travaux qui sont réalisés dans le cadre de ce projet et rappeler les différentes modalités pour envoyer une information de production depuis une machine vers une entreprise partenaire, en particulier un donneur d'ordre. Il y a deux grandes approches. La première, c'est qu'on s'affranchit des fichiers machines, mais ça veut dire que quelque part, il y a un opérateur qui va devoir saisir une information depuis une application sur un smartphone ou depuis un portail de service. Souvent, ça peut être le portail de service de l'entreprise partenaire qui souhaite recevoir l'information. Mais là, ce sont forcément des informations synthétiques, consolidées,
qui sont saisis, un minimum d'informations. L'autre approche, c'est d'utiliser les fichiers machines qui sont très riches en informations, en particulier sur les dimensionnements des différents produits qui ont été façonnés. Et là, de nouveau, deux approches. Soit on a une approche manuelle, et donc c'est un envoi du fichier dans le cadre d'une pièce jointe, et c'est l'opérateur dans la machine qui envoie directement depuis la machine ou depuis son smartphone, et ça enverra quand il y a du réseau, eh bien l'information, le fichier de production au bon destinataire. L'autre approche, c'est d'essayer de mettre en place une méthode plus automatique. Et là, encore une fois, deux approches. La première, c'est de travailler avec les portails des constructeurs, puisque les machines envoient déjà automatiquement les fichiers de production aux portails des différents constructeurs. Et là, en fonction des constructeurs, il est possible de récupérer ce fichier, enfin en tout cas de pousser le fichier sur un serveur, ou bien d'accéder pour récupérer l'information de production via une API, ce que je présentais tout à l'heure. Une autre possibilité, c'est d'utiliser un système indépendant de la suite des logiciels des constructeurs, avec par exemple une box qui permet ensuite, via un smartphone, de repousser un fichier sur un serveur. Donc là, ça permet d'envoyer automatiquement, de récupérer automatiquement une information de production, mais ensuite, il faut pouvoir l'aiguiller, la dispatcher vers le bon donneur d'ordre. Et donc là, ça suppose de mettre en place un module d'aiguillage qui, sur base d'un identifiant unique présent dans le fichier de production, eh bien, permettre un aiguillage du fichier vers la bonne entreprise partenaire. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité de cas possibles parce que les entreprises sont différentes et peuvent avoir des besoins différents et des protocoles, des procédures à mettre en place différentes. Dans le cadre jaune qui s'affiche sur la diapositive, ce sont les différentes modalités qui sont soit testées, soit développées dans le cadre du projet chaîne numérique. Voilà, on en arrive maintenant à la dernière partie de ma présentation sur les échanges de données dans la relation fournisseur, transporteur, client bois. Je voudrais dans un premier temps rappeler qu'il y a un service d'échange qui existe, qui s'appelle EmoBois, qui est coordonné par France Bois Forêt. Et l'enjeu, c'est de faciliter les échanges sur le processus approvisionnement entre les entreprises et la diversité des entreprises, sans ingérence dans les choix informatiques des entreprises et dans la manière dont les entreprises vont exploiter les données. Cela suppose, pour bien fonctionner, que les entreprises soient équipées d'un outil informatique, d'un progiciel de gestion d'activité. Alors, EmoBois comprend deux composantes. La première, c'est attendez, j'essaye de passer la suivante. La première, c'est un langage commun qui s'appuie sur des documents standardisés. Et pour ça, on utilise un standard qui est dédié à la filière bois et qui s'appelle Papinet pour Pulp and Paper Industry. Et qui met à disposition un ensemble de documents qui permettent de dématérialiser un process d'approvisionnement depuis un contrat jusqu'à une facturation de services ou de bois. Mais les documents ne suffisent pas à eux-mêmes pour faire un langage commun. Il faut aussi des référentiels, c'est-à-dire des listes de codes à partir desquelles une entreprise va pouvoir faire ses correspondances entre les codes dans son système d'information et les codes dans un format pivot. Et elle n'a à faire qu'une seule fois ces correspondances pour échanger avec autant d'entreprises qu'elle veut, pour autant que ces entreprises aient aussi adopté ce format standard. La dernière composante d'EmoBois, c'est une plateforme d'échange, donc un moteur EDI, qui va permettre d'acheminer les documents numériques d'une manière sécurisée, confidentielle, et avec une garantie qu'il n'y ait pas de perte de flux et que le destinataire ait bien reçu le document en question.
Alors, dans le cadre du projet Chaîne numérique, il y a une action qui est pilotée par Fibois Landes de Gascogne et qui consiste à permettre à des ERP, c'est-à-dire des logiciels de gestion d'activité dans des entreprises, d'envoyer un ordre de transport standardisé au format Papinet et Maubois à une solution de dématérialisation des lettres de voiture. C'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui dans la filière bois. Il s'agit de la solution DashDoc et l'idée est d'envoyer un ordre de transport standardisé à cette solution pour alimenter, permettre de générer des lettres de voiture dématérialisées, lettres de voiture qui vont s'enrichir au fur et à mesure des informations jusqu'à la livraison et pouvoir récupérer dans un format standardisé eh bien, l'information en retour de ces lettres de voiture enrichies pour acquitter la livraison réalisée. Alors, en ce qui concerne les ordres de transport, il y a plusieurs cas d'utilisation qui ont été validés dans le projet. Bien sûr, c'est le cas monotour ou multitour d'un ordre de transport. C'est la possibilité de réaliser une ramasse sur plusieurs chantiers, de pouvoir livrer plusieurs clients dans une même tournée, ou bien de pouvoir voir livrer plusieurs produits dans une même tournée. Donc voilà le développement qui est en cours. Je vous remercie pour votre attention. Je conclurai juste en disant qu'il y a donc beaucoup d'outils, encore peu d'échanges inter-entreprises. Adopter un standard, c'est quelque chose de très structurant. Les machines de bûcheronnage nous le montrent avec le standard Stanford. Et on tire la valeur ajoutée d'un standard s'il est adopté par le plus grand nombre. Et ça, c'est un choix d'entreprise pour le bénéfice d'une filière. Je vous remercie. Merci Christophe Ginet pour cette présentation. On va donner la parole à Clément Pubaré qui va illustrer votre présentation par les solutions offertes par le constructeur Poncé. À toi Christophe. Clément. Clément, pardon. Oui, bonjour à tous. Merci à Forestinov de m'avoir invité à cette conférence. Donc effectivement, je vais essayer de vous présenter ce qui se fait chez Poncé. Est-ce que ma présentation est en ligne? Oui, c'est bon. Il suffit de mettre en grand écran, c'est parfait. C'est parfait. Donc oui, en trois parties un peu dans cette petite présentation. Un préambule d'abord à ce qu'est Poncé et à ce qu'a déjà fait Poncé, par exemple, en termes de transmission de données. Ensuite, quelques diapos sur ce qu'il se fait actuellement. Et puis pour finir, on verra que finalement le futur reste à imaginer. Donc, voilà, Poncé, c'est la 50e année qu'il fabrique des machines forestières. Les transmissions de données, finalement, ce n'est pas nouveau. Nos machines sont équipées d'ordinateurs sous base Windows depuis les années 90. Donc, depuis ces années-là, on échange déjà des données par email, essentiellement des données de production. Mais c'est vrai que récemment, ces dernières années, la technologie pousse des constructeurs comme Poncé à avancer à grands pas avec ces transmissions de données. Et nos clients nous poussent aussi pour avoir de plus en plus d'informations sur ce qu'il se passe sur leurs machines et sur ce qu'elles produisent, leur activité, leur localisation, etc. etc. Et c'est vrai que quand je dis nos clients, c'est les clients dans le monde entier qui peuvent être à la fois des entrepreneurs, à la fois des industriels. Et donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour l'ensemble de ces clients. Et finalement, comme l'a dit un peu Christophe, aujourd'hui, Poncé ne peut plus et ne se centralise plus sur les seuls utilisateurs des machines forestières. On a bien compris que l'ensemble de la filière
de la forêt, du propriétaire forestier jusqu'aux utilisateurs du bois, veulent des données et l'ensemble de cette logistique, de cette chaîne, pardon, va être gagnante si les données sont partagées. Donc, tout ça pour dire que voilà, depuis quelques années, eh bien, les cahiers des charges pour les constructeurs de machines forestières changent un petit peu. L'utilisateur de la machine n'est plus le seul acteur et le seul signataire de ce cahier des charges. Et pendant des années, finalement, on a utilisé la transmission de données pour faire des meilleurs produits, pour donner des volumes aux clients pensés. Mais aujourd'hui, finalement, la transmission de données va servir à tout le monde. Et comme on le voit un peu sur le dessin, les machines forestières sont un peu dans ce goulot d'étranglement. Tous les billons passent par elles. Et elles ont la chance de les mesurer déjà. Donc, on a les premiers volumes avec ces machines-là. Et j'avais mis cette diapo pour rappeler que Poncé fabrique uniquement des machines CTL, donc des machines qui billonnent en forêt. Et ça a aussi l'avantage pour ces transmissions de données de cuber tous les billons et tous les produits sont connus, sont séparés par essence, par assortiment. Et c'est vrai que cette méthode a aussi cet avantage-là. Et je pense qu'on peut avancer rapidement dans les transmissions de données. Il n'y a rien de manuel. Chaque arbre est compté, encore une fois, et chaque billon est compté. Comme l'a dit Christophe aussi, et c'est vrai que le FCBA participe bien à ça depuis des décennies. Donc, on s'est aperçu que la base, c'était d'avoir des données fiables. Et c'est important je voulais mettre ça en préambule parce que c'est la base. Voilà, c'est la base. Si on parle uniquement de production, uniquement de volume, eh bien, il faut être certain que ces volumes soient justes. Les machines les mesurent au millimètre près. Voilà. Après, est-ce qu'on va les utiliser ou dans quelle mesure on peut les utiliser? Ça va dépendre de la justesse de ces volumes. Et on se rend compte que finalement, il y a quand même un certain frein avec ça aujourd'hui. On n'utilise pas tout le temps et loin s'en faut les volumes annoncés par les machines, alors que dans la réalité, elles les mesurent et on sait tous qu'elles peuvent les mesurer avec de grandes précisions. Donc ça, c'était un peu le préambule. Et donc, ce qui se fait maintenant chez nous, plusieurs choses, comme l'a dit, comme en a parlé un petit peu Christophe, le Poncé Manager. Donc effectivement, le Poncé Manager, c'est une interface intéressante pour nos clients, pour connaître finalement pas mal de choses sur les machines, sur l'état de fonctionnement. On va le détailler un petit peu. Donc, ça se passe par réseau mobile. Toutes les informations viennent de l'ordinateur de base de la machine, l'OPTI, et qui peuvent être envoyées soit sur un mobile, soit sur un ordinateur de bureau. Donc, je répète, via le réseau mobile. Donc, s'il y a de la connexion en forêt, ça se passe très bien. Et s'il n'y en a pas, le téléphone, aujourd'hui, tous les opérateurs ont un téléphone portable. Donc, le téléphone sert de mule quelque part. Et dès que l'opérateur va retrouver du réseau, quand il va prendre sa voiture ou dès que la machine passe à un endroit où ça capte, eh bien, les données sont envoyées. Donc, quelle information, quelles données sont envoyées? Tout un tas de données, on va les revoir plus loin, de localisation, de production, d'informations sur le temps de travail. Et déjà, le propriétaire donc, peut choisir à qui il va envoyer ces données. Par exemple, la localisation, il peut la donner aux transporteurs de ces machines. Ils savent, par exemple, où seront situées les machines. À nous, le service après-vente, on sait où est les machines. À nous aussi, il peut nous donner l'accès pour avoir des informations sur les réglages de la machine.
Et lui, évidemment, il peut tout savoir, la production en temps réel, les heures machines, le niveau de gasoil qui reste dans son réservoir, et ainsi de suite. Donc ça se présente comme ça, là, en première page. Il sait rapidement si c'est un porteur, si c'est une abatteuse, où elle se situe. Il peut savoir juste très rapidement l'état d'avancement de son chantier. Il estime, par exemple, au début de chantier, le volume à couper ou à débarder. Et évidemment, avec le volume produit, on extrapole facilement un pourcentage de réalisation. Donc, j'ai mis quelques diapos qui ne sont pas exhaustifs, mais qui vous permettent de visualiser les données qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir là, par exemple, un peu plus en détail telle ou telle production des machines. Et finalement, aujourd'hui, on va assez loin avec ces transferts de production. Comme l'a dit aussi Christophe, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que plusieurs acteurs voulaient avoir accès à ces données. Donc aujourd'hui, on peut les transmettre sous le format Excel, qui permet quand même à pas mal de monde de les lire. Aujourd'hui, on sort les productions par produit, par essence, évidemment. Donc c'est vraiment assez précis, les données de production. On peut évidemment retrouver l'historique par chantier. Donc la partie envoi des données de production est assez aboutie aujourd'hui, et j'ai bien vu qu'en quelques années, en un an ou deux, ça évolue très vite. Je veux dire, tous les 6 mois, il y a une version du Ponce Manager qui est nouvelle, où on améliore quelque chose. Évidemment, ce Ponce Manager, ça permet aussi de planifier les entretiens. L'opérateur peut mettre des notes, problème à tel endroit, bruit à tel endroit, vidange préconisé tel jour. Nous, on a les heures, tout le monde a la localisation des machines, donc on peut optimiser les déplacements, amener le matériel dans tel ou tel atelier. Une autre fonction importante de ce Ponce Manager, c'est l'EcoDrive. Donc l'EcoDrive, c'est une application qui tourne en permanence dans l'ordinateur des machines, et qui permet d'économiser, par exemple, la consommation de fuel, ou d'améliorer la production. Pour synthétiser, c'est un self-apprentissage pour l'opérateur. Il peut changer, par exemple, sa façon d'opérer, il peut changer des réglages de la machine, et en temps réel, il se rend compte des conséquences de ces changements. Exemple simple, j'augmente les tours moteurs de mon outil. Est-ce que je vais aller plus vite? Est-ce que je vais consommer plus de gasoil? Et finalement, est-ce que je suis gagnant à faire ça? Donc ça, c'est un système qui demanderait du temps pour aller dans les détails, mais chaque phase de travail est séquencée, et on peut vraiment se rendre compte des améliorations. Une autre fonction importante qui va de pair avec le Ponce Manager, mais finalement qui peut travailler en parallèle, c'est l'Optimap. Donc les machines peuvent facilement se repérer par GPS. Et, on peut facilement ajouter des fonds de carte, et ainsi on connaît déjà le positionnement exact de la machine. Donc on peut ajouter des informations sur les cartes, évidemment, les courbes de niveau, des points sensibles, etc. Mais surtout, ça permet de transférer la production ou les informations de la récolteuse au porteur. Et ainsi, le porteur sait exactement où la récolteuse est passée, où elle a laissé les billons, quels billons. L'opérateur du porteur, par zone ou par trace, peut regarder quel volume a été coupé à tel endroit. Ça lui permet, par exemple, de ne pas oublier tout simplement des produits. Ça lui permet de planifier un peu mieux son travail sur la coupe en question.
Donc voilà ce qui se fait déjà bien aujourd'hui et qui fonctionne sur pas mal de machines en fait déjà. Et là, maintenant, quelque chose d'un peu nouveau, même si quelques machines en sont équipées, c'est des modules de connexion, de connectivité. Et bientôt, finalement, chaque machine sera équipée de ce module qui enverra en temps réel tout un tas d'informations, dans un premier temps, de capteurs qui équipent la machine. Et on comprend vite que ça permet aux constructeurs comme nous d'améliorer la fiabilité du matériel, d'améliorer le service après-vente. Parce que vous comprenez bien que, imaginons des milliers de machines équipées de ces capteurs, pour donner un exemple, et bien, si on se rend compte qu'on a un problème mécanique, par exemple à 4000 heures sur un certain nombre de machines, mais après il suffit de filtrer les informations, de les analyser, et on peut rapidement se rendre compte que ben oui, effectivement, tel réglage était sur ces machines, l'opérateur a travaillé dans de telles conditions, les températures à tel endroit ont dépassé certaines limites. Voilà, on a la cause. Et je lisais il n'y a pas longtemps que Volvo a déjà 250 000 camions qui sont équipés de ce système à travers le monde. Et en 5 minutes, ils peuvent donner l'espérance de vie de n'importe quel composant du camion. Et évidemment, ils regardent, on peut analyser ce qui s'est passé sur ces véhicules et mieux anticiper les pannes. Donc ça, c'est un peu nouveau pour nous, mais je pense que ça va arriver rapidement. Ça peut aussi permettre, sujet toujours actuel et sur la table, économiser aujourd'hui l'énergie, c'est le gasoil, mais en tout cas économiser l'énergie dépensée par les machines. Si on peut facilement après analyser ces données et se rendre compte que telle ou telle machine finalement utilise moins d'énergie. Pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive à grands pas. Et finalement, la limite de toutes ces transmissions de données, ben, rapidement, ça va être l'imagination de tout le monde. Et pour nous, évidemment, ce que demanderont nos clients, et vous avez compris que ce que demandera peut-être un peu plus largement l'ensemble de la chaîne, si tout le monde se met d'accord et si tout le monde a le même focus, les limites sont très loin. Moi, je suis forestier à la base et je me rappelle quand j'étais à l'école, évidemment, on me parlait des barèmes de cubage et des barèmes de production. J'avais bien compris que ça avait été du temps pour tout le monde d'aller dans différentes stations, mesurer les arbres et à tel âge, le Douglas, telle production et l'épicéa. Aujourd'hui, si on prend des centaines de machines, on rajoute juste à quel âge est la parcelle dans laquelle elle travaille, et puis on sait exactement où elle est, à quelle altitude, et combien on a retiré en éclaircie de tel ou tel bilan. Et voilà, on peut vite savoir le potentiel des stations et comment ça va évoluer dans les années. Donc, voilà, tout est... Aujourd'hui, on a vraiment mis un pied dans une ère où l'imagination va être la limite, mais on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Et nous, tout de suite, si on regarde juste le service après-vente et le suivi des machines, la limite, c'est aussi de trouver les hommes qui soient capables de lire tout ça et de profiter de tous ces outils. Voilà un petit peu la fin de ma présentation qui montrait un peu où nous en sommes. Merci. Bien, merci Clément. On va passer la parole aux participants qui posent donc leurs questions sur le chat en ligne et Natacha ou moi-même vous transmettrons leurs questions. Donc, on a une première question a priori à destination de Julia Morin, de Delphine Dansette. Bonjour, l'outil Foredata est utilisé dans la moitié ouest de la France,
Mais est-il fonctionnel dès aujourd'hui dans la moitié Est? Si nous voulions l'utiliser, serait-ce possible? Les DDT et autres partenaires sont-ils prêts? Oui, donc effectivement, c'est ce qui apparaît sur la dernière des diapos que j'ai présentée. On est plutôt déployé sur la moitié ouest de la France, mais ça, c'est en réalité plus dû à nos utilisateurs qu'à l'outil en lui-même. C'est-à-dire que l'outil aujourd'hui est utilisable à l'échelle de la France dans sa totalité. Notamment, ça repose pour moi essentiellement sur l'annuaire. Et aujourd'hui, dans l'annuaire de Forêt Data, toutes les communes de France ont été rentrées, toutes les unités de contrôle de toutes les directs de France ont été rentrées. Donc aujourd'hui, oui, Forêt Data est utilisable sur la totalité du territoire français. D'accord, merci. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions maintenant, déjà dès le début, hein, sur le chat. En bas de votre écran, vous avez un bouton chat ou parfois discussion. Donc, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'aurais une question par rapport à vos présentations à tous les trois. C'est vrai que on voit qu'on est dans un monde moderne numérique où aujourd'hui les choses semblent possibles. Pour autant, j'ai pas l'impression que sur le terrain elles soient largement utilisées, sauf sur la première partie, effectivement, sur la forêt landaise. Est-ce qu'il est prévu des actions pour démultiplier l'utilisation de ces applications de façon à fluidifier effectivement toute la chose? Parce qu'on a très bien compris tout l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé et comment on peut faire évoluer les choses? Moi, je vois deux freins actuellement. C'est la fiabilité la fiabilité et finalement la communication des volumes. Disons les choses comme elles sont. Je me rends compte que c'est pas forcément le souhait de toute la filière. Dès qu'on parle de transmettre les volumes de machines, à le mettre un peu en libre service, ou ne serait-ce que les transmettre facilement aux donneurs d'ordre. Voilà, après, eh bien, ah oui, non, mais parce que finalement, le volume des machines, nous, on ne l'utilise pas. Nous, on préfère utiliser le cube Siri, ou nous, on préfère stérer nos bois bord de route. À quoi bon aller envoyer tous ces volumes partout? Voilà, ça, pour répondre à votre question, c'est un frein que je vois. Le deuxième, c'est la réticence de l'opérateur et de quelques acteurs aussi qui pensent, qui voient ça peut-être comme un certain flicage où voilà, tout le monde sait ce que je peux comprendre. Hein. Tout le monde sait où je suis, ce que je fais, les volumes produits, encore une fois. Et ça plaît pas. C'est assez difficile à rentrer dans ce système-là. En complément, peut-être, un levier d'action serait aussi de travailler avec les éditeurs de logiciels, et je pense en particulier aux éditeurs de progiciels de gestion d'activité, de manière à faciliter et intégrer par défaut quelque part un standard d'échange ou bien des moulinettes pour faciliter les échanges inter-entreprises et quelque part quand une entreprise s'équipe, eh bien qu'elle ait déjà ces fonctionnalités qui soient déjà préparées, intégrées, parce qu'on le voit quand une entreprise a déjà fait le choix d'un projet, d'un outil informatique et qu'elle s'est déjà informatisée, il est beaucoup plus difficile d'ajouter à ce moment-là de nouveaux développements informatiques pour rendre le logiciel plus communicant. Maintenant, je voudrais dire aussi que l'adoption d'un standard dans une entreprise, par rapport à un projet informatique, ce n'est pas une grosse contrainte.
et ça permet de faciliter quand même grandement les échanges. Donc je pense qu'un levier d'action serait vis-à-vis des éditeurs de logiciels, même si aujourd'hui il n'y a pas d'action de mon côté, en tout cas, j'ai pas de visibilité sur des actions programmées dans ce sens-là, pour répondre à votre question, Richard. Merci. Si je peux compléter, peut-être qu'il y a aussi un levier d'action sur peut-être la réticence par rapport à la confidentialité de la donnée. Donc, il faudrait peut-être aussi comment dire, rassurer les utilisateurs sur le fait de partager de l'information. Aujourd'hui, les systèmes dont on parle reposent sur des tiers de confiance. Et donc, on peut être rassuré sur l'utilisation qui sera faite de ces données. Donc ça, c'est certainement aussi un levier à actionner pour que ces outils-là se développent un peu plus. Très bien, merci. Une question de Vincent Nathan. L'intérêt serait que ces différentes solutions soient interopérables. Est-ce le cas? Donc, différentes solutions, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément compris la question. C'est les différentes solutions. Je pense qu'on en revient sur la notion du format d'échange et de l'intégration d'un standard d'échange pour faciliter l'interopérabilité, parce qu'autrement, eh bien, il faut développer une moulinette d'intégration au cas par cas entre chaque solution. Donc là, l'enjeu est bien justement l'enjeu autour d'un standard d'échange, et c'est quelque part ce qui est en train un petit peu de se développer et en tout cas c'est ce que prône le projet chaîne numérique, puisque dans tous les pôles du projet, je dirais la notion de standard est un point clé dans les échanges. Alors, vous nous avez donné envie, effectivement, avec vos présentations. On a compris effectivement les freins qu'il pouvait y avoir. Et dans vos travaux, est-ce qu'il y a une phase de prévue pour développer la commercialisation de vos solutions de façon à poursuivre un peu le travail qu'on initie aujourd'hui en faisant connaître le résultat de ces travaux, de façon à le faire connaître déjà beaucoup plus largement et à commencer à le commercialiser un peu partout? Je ne sais pas, Julia, si tu veux intervenir. La commercialisation, elle se fait donc dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ce sont des services qu'on accède par abonnement pour pouvoir consommer et utiliser ces différentes fonctionnalités. Et donc, ça se fait sous forme d'un formulaire d'inscription, assez simplement vis-à-vis d'une nouvelle entreprise qui souhaiterait utiliser ce service. Et autrement, les actions se font par les actions d'information, comme on le fait aujourd'hui, mais on a voilà, je sais. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres actions vraiment commerciales. En tout cas, si vous entendez par là un commercial qui va, je dirais, toquer à la porte des entreprises, aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là. On est en fait, on fonctionne dans un mode de projet d'études et de recherche pour mettre en place ces solutions, les faire connaître par le plus grand nombre et permettre aux entreprises qui le souhaitent d'adopter ces services. Moi, je crois beaucoup à l'expérience des entreprises qui sont déjà premiers utilisateurs de ces services pour permettre à leurs partenaires, clients, fournisseurs, eh bien, de rentrer dans la chaîne, parce que c'est vraiment ces entreprises-là qui ont le levier d'action et qui sont prescripteurs de ces solutions, qui peuvent avoir un rôle de prescripteur vis-à-vis de ces solutions, plus que, si je me place dans mon cas, moi, au niveau d'un institut de recherche, on n'a pas forcément une casquette de commercial, c'est pas dans notre mode de fonctionnement, on va dire. Donc effectivement, Christophe, je te rejoins, on est plutôt dans une logique projet aujourd'hui. Et effectivement, que ce soit FCDA ou que ce soit Logipad Jerry, on n'est effectivement pas
on n'a pas de casquette commerciale. Après, pour ce qui concerne Forêt Data, je dirais que c'est finalement le bouche à oreille qui fait que petit à petit, on augmente le nombre d'utilisateurs de Forêt Data. Donc, c'est tout simplement le retour d'expérience des utilisateurs dans les discussions sur les chantiers ou en réunion entre entreprises qui fait que finalement les services qui sont rendus semblent intéressants, porter leurs fruits. On arrive à réduire les temps passés sur les aspects réglementaires donc pour Forêt Data. Et donc, c'est surtout comme ça aujourd'hui que l'outil se déploie petit à petit. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est effectivement des conférences comme aujourd'hui où ça permet un petit peu aussi de présenter à des nouveaux publics effectivement les dispositifs qu'on est en train de travailler. Merci. Si vous en êtes d'accord, Vincent, Nathan, je vais vous donner la parole pour que vous précisiez à l'oral votre question. Ce sera peut-être plus simple. Donc, je vous permets de parler. Je pense. Attendez. Ah ben, vous n'êtes plus là. C'est bon. Vous activez votre. Attendez, bonjour à tous. Allez-y. Oui, alors tout à l'heure, je crois que c'est Christophe Ginet qui disait que c'était finalement pas le plus compliqué pour une entreprise d'adopter un standard informatique. Alors certes, encore faut-il, je pense, adopter le standard le plus pertinent. Et là, est-ce qu'il y a un avis qui se dessine, un standard qui serait plus pertinent que les autres? Enfin, c'est toujours un peu difficile. Après, la seconde question, c'est effectivement l'interopérabilité, notamment en termes de gestion des flottes. Aujourd'hui, toutes les solutions sont proposées par les constructeurs. Est-ce qu'on peut imaginer une gestion de flotte multimarque un jour pour un chef d'entreprise? Ça peut être intéressant. Il y a quand même des entrepreneurs qui ont des machines de différentes couleurs. Alors, je vais répondre en deux temps à votre question. La première, c'est quel standard choisir? Il n'y a pas tellement au niveau de la filière bois. En fait, la question, c'est plutôt est-ce que vous voulez fonctionner avec un format d'échange un peu propriétaire ou un standard? Si c'est standard, vous n'avez pas tellement beaucoup de choix. Pour les machines, il y a déjà un standard et de toute façon, il ne faut pas trop se poser la question, on l'utilise. Pour les flux logistiques, c'est vrai que là, il peut y avoir plusieurs standards, mais il y a des standards qui sont plus orientés grande distribution, d'autres qui sont plus orientés filière bois. Au niveau filière bois, je pense que le plus abouti, et il n'y a pas photo, c'est le standard Papinet et les référentiels Emobois. En tout cas, en France, il n'y a pas d'autres initiatives. Donc la question, c'est vraiment une entreprise, est-ce qu'elle a envie d'adopter un standard ou pas? Et ça, c'est un choix d'entreprise de le faire. Ensuite, il y avait une deuxième partie dans votre question, c'était la problématique multimarque et donc d'intégrer, avoir un outil pour gérer le multimarque. Alors, en théorie, à partir du moment où les fichiers machines sont standardisés, j'ai pas testé de moi-même, mais j'ai l'impression qu'un fichier de production d'une autre marque pourrait être intégré, en tout cas, je ne pense pas qu'il doit y avoir de difficulté à intégrer pour au moins visualiser certaines informations dans un fichier, dans une suite logicielle d'un constructeur d'une marque, mais sous réserve, je laisserai peut-être Clément Puibaret compléter là-dessus. Par contre, sachez qu'il y a, alors dans d'autres pays, il y a des suites de logiciels sous forme de portail multimarque qui existent. Mais c'est donc un équipement que vous devez faire en plus, puisqu'il y a des entreprises informatiques qui proposent ce genre de service et qui permettent donc de remonter des informations à partir des données standards, hein,
et qui établissent des tableaux de bord multimarques au niveau de machines. Donc, on n'est pas démuni si toutefois les suites logicielles constructeurs ne le permettraient pas. Mais c'est tout l'intérêt d'un standard d'intégrer justement plusieurs couleurs de machines, puisque les fichiers sont quand même extrêmement bien, très similaires les uns aux autres du fait de cette standardisation. Ok, merci. Merci. Peut-être Clément, ton avis sur la question? Oui, mon avis, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais les manipulateurs des machines forestières, voilà, pendant 50 ans, donc, les grands constructeurs n'ont pas réussi à faire, à les faire identiques d'une machine à l'autre, alors que tout le monde a bien compris depuis longtemps que ça serait quand même plus facile pour les opérateurs si tout le monde avait les mêmes joysticks, les mêmes manipulateurs. Et puis tout le monde a voulu garder et garde encore le sien parce que voilà, il y a une certaine concurrence et personne veut lâcher un peu le morceau face à son concurrent. Donc là, on a un peu la même problématique aussi, parce que si on veut que tout le monde ait accès aux données des confrères, il va falloir que chacun fasse un petit pas. On n'y est pas arrivé avec ces joysticks, mais je pense que là, on peut y arriver parce qu'encore une fois, les constructeurs aujourd'hui ne regardent pas uniquement le client utilisateur Oui, c'est ça. Ils souhaitent petit à petit intégrer plus largement la chaîne logistique. Voilà, on a compris donc que à ce moment-là, forcément, il va falloir aller sur une solution plus universelle. C'est un peu ce qui suscitait ma question, en fait. Ouais. Donc, pour répondre, je suis confiant, mais à ce jour, je ne connais pas de tel système qui permette de suivre plusieurs marques différentes. Merci. Merci Vincent, je vous désactive. Du coup, on va passer à la question suivante. De Marc Ruffier. Bonjour, est-il prévu qu'Emobois se démocratise plus dans la filière? Où en sont les développements de nouveaux tickets pour échanger entre les différents acteurs? Concernant Emobois, le service fonctionne et tourne avec une vingtaine ou une trentaine d'entreprises. Et aujourd'hui, on n'a pas d'action particulière, c'est-à-dire que c'est vraiment aux entreprises qui le souhaitent de s'emparer de cet outil. Il y a un standard, il y a une plateforme d'échange, tout est en place, tout fonctionne. Intégrer d'autres messages, c'est possible, mais c'est à la demande des entreprises et il faut exprimer cette demande et de nouveaux messages pourront se développer sur cette plateforme. Donc, on est plus à l'écoute, en attente de besoins exprimés. Pour ma part, je n'ai pas d'action particulière de prévue pour intégrer de nouveaux messages pour l'instant. On a une autre question de Camille Fumez qui demande si des projets comme chaîne numérique sont en cours de développement dans d'autres pays. J'imagine que vous avez regardé effectivement ce qui se faisait ailleurs en Europe ou dans le monde. Est-ce qu'il y a des exemples à prendre? Alors, moi, si je réponds sur ma partie Floridata, personnellement, je n'ai pas connaissance moi, de choses qui soient comparables dans d'autres pays. Et bon, comme on est plutôt sur la partie réglementation, bon, c'est peut-être aussi lié au fonctionnement français. Donc, moi, pour ce qui concerne le projet Floridata, je n'ai pas de connaissance de projet ressemblant dans d'autres pays de l'Union européenne. Pour la partie échange de données avec les machines, il y a beaucoup de choses qui se font dans d'autres pays, mais dans des contextes souvent différents. Donc en Suède, il y a un acteur Biometria qui est au centre de tous les flux et donc qui intègre son module dans les différentes machines pour récupérer automatiquement les informations et dispatcher les informations de production aux propriétaires,
à un donneur d'ordre, à un client industriel pour certaines informations. Donc ça tourne. En Finlande, il y a aussi des très gros groupes qui ont développé aussi leur propre connecteur et ils intègrent ce connecteur dans leur flotte de machines à suivre pour remonter les informations. Par rapport à la question précédente, il y a, je pense à Forest HQ, c'est une plateforme qui permet d'intégrer des données multimarques, multicouleurs de machines et d'avoir un tableau de bord multimarque. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Au niveau Allemagne, il y a un service qui est en ligne, enfin, qui a été mis en place pour suivre la fiabilité un petit peu des machines en termes d'étalonnage, de précision de cubage et qui permet de remonter les informations des machines et d'avoir un tableau de bord pour suivre dans le temps l'amélioration ou la dégradation ou la régularité, on va dire, des mesures d'une machine. Donc voilà, beaucoup d'initiatives existent, mais souvent avec des contextes différents par rapport à notre contexte français. Et puis par rapport à l'initiative, par exemple, Emobois, là aussi, il y a des choses qui se font dans d'autres pays. Par exemple, en Finlande, ils sont en train de développer le service qui est Forest Hub, qui est donc un équivalent Emobois à l'échelle de la Finlande et qui permet aux acteurs d'échanger de la donnée d'une manière standardisée en utilisant le même standard que nous en France et avec un mode EDI comme nous et un mode Web EDI, c'est-à-dire pour les entreprises qui ne sont pas équipées d'outils informatiques, eh bien, de pouvoir se connecter sur une plateforme et échanger des données. Donc, on a des approches qui sont tout à fait comparables à ce niveau-là à ce qui est proposé, par exemple, dans l'initiative Emobois. Merci. Alors, on a une question et une remarque qui se font suite. Donc, Pierre Cortial qui demande: ne faudrait-il pas intégrer ces solutions dans les formations forestières et à quel niveau ces outils peuvent-ils être compris par les élèves? Et quelqu'un qui répond: tout à fait d'accord sur le volet formation. Pour ma part, j'ai un projet de recrutement sur la thématique de la mobilisation des bois et la modernisation des supports de formation. Quelqu'un du lycée des Barres. Ça me semble très pertinent, en effet, d'intégrer ces éléments dans les formations. Pour ma part, j'interviens dans plusieurs écoles pour faire des petites piqûres de rappel sur ces thématiques numériques. On diffuse aussi, nous, à FCBA, les guides de bonne pratique, les choses comme ça, en particulier sur la fiabilisation du cubage machine. Ça a été distribué à tous les centres de formation pour pouvoir les valoriser auprès de leurs étudiants. Donc voilà, c'est en effet très pertinent et c'est une action que nous menons en ce qui nous concerne à FCBA. Et on est tout à fait à la disposition de poursuivre et de renforcer cette action si les centres de formation le souhaitent. Oui, si je peux compléter, nous, pour notre part également, effectivement, je pense que ce serait un plus pour que ces dispositifs-là soient intégrés dans les formations. Donc, pour ce qui nous concerne, il y a certains CFPBA qui proposent des formations sur Forêt Data pour effectivement sensibiliser les élèves à ces dispositifs. Très bien, merci. On arrive au bout des questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Moi, je rappelle simplement que cette conférence est enregistrée et sera mise en replay sur le site de Forestinov dans l'onglet conférences. Voilà, il ne faut pas hésiter à visiter le salon Forestinov en ligne sur le site forestinov.fr, les différents stands des exposants, à participer également aux live vidéo qui permettent aux exposants de présenter leurs produits services comme s'ils étaient sur leur stand sur un salon, mais en visioconférence.
Voilà, je me permets un petit peu de publicité pendant qu'on est là. Je ne sais pas si Richard, tu veux reprendre la parole sur ton sujet. Le sujet est intéressant. On voit bien que le numérique aujourd'hui est au cœur de toutes nos activités. On a pris le pari au niveau de Euroforest d'organiser ce salon Forest Innov, compte tenu des circonstances évidemment, en version numérique, et on se rend compte que finalement, par les solutions numériques, on arrive à des résultats qui sont, je pense, très intéressants. Notre regret est que l'on n'ait pas eu davantage de sociétés qui nous aient suivis dans ce projet. Mais tout passera effectivement dans le numérique dans les années futures. Les deux dernières questions de cette conférence m'amènent à vous parler de la prochaine conférence, celle du mois de janvier, qui sera effectivement encore sur le numérique, et cette fois sur le numérique dans la formation. Donc ça fait vraiment la transition. Et je vous propose de conclure là-dessus, de vous donner rendez-vous au mois de janvier sur la conférence sur Silva Numérica, principalement, donc qui intègre effectivement complètement le numérique dans les programmes de formation. Et c'est, je crois, effectivement, qu'à travers la formation, qu'on fera évoluer le plus facilement les solutions numériques. Donc, bravo à vous tous pour les travaux que vous avez développés qui donnent envie aux entreprises. Les entreprises qui, comme nous l'a dit Clément, ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui à passer le pas vers ces nouvelles solutions. Et ça passera forcément par les jeunes. Peut-être un peu plus de communication aussi. Donc, merci aux journalistes qui nous suivent aujourd'hui de relayer l'information et de transmettre cette envie à tous leurs lecteurs. Et donc, en attendant la prochaine conférence, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bien, je propose simplement aux intervenants, s'ils veulent bien, d'attendre que les participants soient tous déconnectés pour faire juste